Salut les compagnons et bienvenue sur ma chaîne. Pour rappel, sur cette chaîne, on parle de chantier, de métier du bâtiment, de technique, de matériel et d'histoire de la construction. Alors abonne-toi pour ne rien louper. On ne peut pas faire une chaîne qui parle du BTP sans évoquer l'un des matériaux les plus importants de la construction, tu l'as compris, le béton. On retrouve le terme de béton dès 1636. Il désigne une maçonnerie à base de chaux vive et gros gravier, de cailloux appelés granulats ou agrégats qu'on mélange avec de l'eau. Alors la chaux vive, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement du calcaire. Le calcaire, c'est une roche qu'on trouve partout et de manière abondante. On la chauffe à très haute température, entre 900 et 1200 degrés, pour obtenir une poudre aux propriétés saisissantes. Et voilà, on obtient de la chaux vive. Jusqu'en 1756, on parlera surtout de chaux aérienne. En fait, il s'agit de calcaire calciné, pratiquement pur, qui contient très peu d'autres éléments comme l'argile par exemple. Cette chaux, encore utilisée aujourd'hui, a un séchage souvent très long et est très sensible au gel, à la chaleur ainsi qu'à l'humidité. Ici, le béton est encore assez différent de celui que l'on trouverait aujourd'hui. À cette époque, quand on parle de béton, il s'agit surtout d'un assemblage de matériaux, ce béton jouant principalement le rôle de colle. C'est sûrement de là que vient la confusion entre béton et mortier. Le béton contemporain sert à réaliser une structure, dalles, socles, colonnes, linteaux, alors que le mortier sert à assembler des matériaux entre eux, comme des briques, des blocs, des parpaings ou encore du carrelage. Techniquement, le mortier est une colle. Si vous ajoutez à la formule des granulats ou agrégats, vous obtiendrez du béton. Donc pour faire un béton, il faut, comme on l'a dit juste avant, prendre des granulats ou agrégats, comme du gravier ou des gravillons ou encore du sable, y ajouter un liant, comme la chaux, le ciment, le bitume ou l'argile, en fait une matière qui est susceptible d'en agglomérer une autre, et selon les besoins, on y ajoute des adjuvants, qui modifient les propriétés physiques et chimiques du mélange. Une fois mêlé à de l'eau, on obtient une pâte, à l'homogénéité variable, qui peut, selon les matériaux, être moulée en atelier, comme la pierre artificielle. On peut bien sûr directement le couler sur le chantier. Quand le mélange sèche, il se solidifie. On parle alors de prise du béton. En fonction des mélanges, que l'on appelle des formules, on obtient différents types de béton. On pourrait citer le béton de terre, le béton de ciment, ou encore le béton hydrocarboné, aussi appelé bitume. Et plus récemment, le béton géopolymère, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'échelle de l'humanité, le béton comme on le connaît aujourd'hui est relativement récent, 100 ans tout au plus. Car avant l'invention du ciment, c'est la chaux et ou l'argile qui servaient principalement de liant. Les propriétés étaient différentes, mais non moins résistantes. Le mélange de chaux, d'argile, de sable et d'eau est très ancien. Les Égyptiens l'utilisaient déjà aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ. Un des mortiers les plus anciens est celui de la pyramide d'Abu Rawash, qui fut probablement érigé sous la 4e dynastie. Le mortier à la chaux offre un rendement éprouvé, comme en témoignent les structures telles que la Grande Muraille de Chine, qui existent depuis des centaines d'années maintenant. Si leur efficacité n'est plus à prouver, les mortiers de sable et de chaux durcissent lentement et ne durcissent pas sous l'eau. Mais le génie de l'homme ne s'arrêtant pas là, un beau jour, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains améliorent ce liant en y ajoutant le sable volcanique de Pouzzoles ou encore de tuiles broyées que l'on appelle tuileaux, ce qui permettait le durcissement sous l'eau. Une révolution, une première depuis 2000 ans. On appelle cette étape le curage. Cette vertu est due à la présence d'une grande quantité de silicate d'alumine dans le mélange. En ajoutant de la chaux aérienne à la Pouzzole, on la transforme artificiellement en chaux hydraulique. Cette formule reste pratiquement inchangée pendant 1800 ans, jusqu'à la découverte du ciment artificiel, qui est d'ailleurs attribué à un Français, Louis Vicat, jeune ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées. En 1818, il fut le premier au monde à fabriquer de manière contrôlée des chaux hydrauliques dont il déterminera les composants ainsi que leurs proportions. Pour rappel, la chaux aérienne, utilisée jusqu'à présent, est très sensible au gel et à la chaleur et ainsi qu'à l'humidité. Et pour résumer l'histoire de cette découverte, on va comprendre qu'en y ajoutant un certain calcaire non pur, en fait contenant de l'argile, dans certaines proportions, on obtient une chaux qui n'est plus sensible justement au gel, à la chaleur et à l'humidité. Alors fait assez marquant sur cette découverte, Louis Vicat, préférant la gloire d'être utile à la fortune, publia le résultat de ses recherches sans en déposer le brevet. Et c'est l'industriel Joseph Hasdin qui dépose en octobre 1824 le premier brevet et crée la marque Ciment de Portland. Vous l'aurez compris, quand le ciment est employé comme liant, on obtient un béton qui, en plus de ses caractéristiques de résistance, peut durcir même dans l'eau. On appelle ça le béton de ciment, ou encore béton contemporain, et finalement simplement béton dans le langage courant.
En continuant à associer différents matériaux à la formule de base, le béton permet de répondre à différentes contraintes techniques. Le béton de ciment, associé à de l'acier, permet d'obtenir le béton armé. Associé encore avec des fibres, il permet d'obtenir du béton fibré, qui est encore plus résistant que le béton initial. Le béton est le deuxième matériau minéral le plus utilisé par l'homme après l'eau potable, jusqu'à 1 mètre cube par an et par habitant. En y enlevant des matériaux, on peut aussi créer d'autres formes de béton. Pour rappel, si pour du béton classique, il faut du ciment, du sable, des graviers, de l'eau et parfois des adjuvants, si on enlève le gravier, on obtient du mortier. Et si on enlève le sable et le gravier, on obtient du coulis. Tous deux, mortier et coulis, ont une unité bien spécifique dans le monde de la construction. On pourra y revenir plus tard dans une prochaine vidéo. Hormis le béton classique, si l'on utilise comme nuant de l'argile, on parle traditionnellement de pisé ou de torchis, ou plus récemment de béton de terre. Probablement le plus ancien de tous les bétons. Le béton de terre est un matériau qui a mal survécu à la révolution industrielle. Son usage est motivé par des raisons économiques bien sûr, car c'est un matériau qui est gratuit, disponible à même le sol. Il est écologique et de manière politique, il est une option intéressante pour les pays du tiers-monde, soucieux d'indépendance, d'autonomie et d'autosuffisance. Quand on remplace le liant par du bitume, on fabrique un béton bitumineux, aussi appelé enrobé bitumineux. Il est composé de différentes fractions de gravion, de sable et de bitume employés comme liant. Il constitue généralement la couche supérieure des chaussées, que l'on appelle également couche de roulement. L'enrobé est fabriqué dans des usines appelées centrales enrobées, qui peuvent être fixes ou mobiles, utilisant un procédé de fabrication continue ou par gâchis. Il est mis en œuvre à chaud, environ 150 degrés, à l'aide de machines appelées des finishers, qui en fait permettent de répandre la couche de manière contrôlée. L'effet de prise apparaît dès le refroidissement, en dessous des 90 degrés. Il est donc nécessaire de compacter rapidement le béton bitumineux une fois posé, avant son refroidissement, en le soumettant au passage répété de rouleaux compacteurs. Et contrairement au béton de ciment, il est utilisable presque immédiatement après sa mise en œuvre. Le bitume étant un dérivé pétrolier, le béton bitumineux est sensible aux hydrocarbures perdus par les automobilistes par exemple. Dans les lieux exposés, comme les stations-service, on remplace le bitume par du goudron. Le tarmacadam des aérodromes est l'appellation commerciale d'un tel béton composé de goudron. Attention, rien à voir avec le macadam qui lui est dépourvu de liant. Une nouvelle classe de béton émerge qui prend le nom de géopolymère. La géopolymérisation remplace la chaux par des bases plus puissantes comme la potasse ou la soude qui réagissent avec les argiles pour former une matrice. En 1929, c'est encore un Français, Eugène Freycinet, qui va révolutionner le monde de la construction en inventant le béton précontraint. Et à la fin des années 1980, on voit apparaître des bétons haute performance. Et par la suite, de nouvelles grandes innovations vont voir le jour, avec notamment des bétons autoplaçants. Ce béton particulier, capable sous seul effet de la pesanteur de se mettre en place dans des coffrages, même les plus complexes et très encombrés, sans nécessiter pour autant des moyens de vibration. Le béton de ciment est, à l'heure actuelle, le matériau de construction le plus utilisé au monde. 2/3 des constructions utilisent du béton de ciment. Au fur et à mesure des années, on a créé beaucoup de béton en fonction des utilisations. On notera le béton extrudé ou encore le béton projeté, qu'on appelle aussi la gunite. Il existe également le béton cellulaire ou encore le béton cyclopéen. Récemment, il a même été créé un béton translucide. L'un des plus connus est également le béton désactivé, ou dit aussi béton dénudé. Son nom vient du fait que sa surface laisse apparaître les granulats. Revenons sur les avantages du béton. Pourquoi est-il si répandu? L'un des avantages majeurs du béton est sa durabilité. Ce n'est pas sans raison qu'il est utilisé pour recouvrir des rues ou encore des bâtiments et même des ponts. Le béton peut également être coulé pour créer presque n'importe quelle forme, ce qui le rend idéal pour des clients souhaitant des formes et des éléments qui vont au-delà des options offertes avec les charpentes métalliques et le bois par exemple. De surcroît, le béton comporte une masse thermique élevée car il absorbe et conserve très bien la chaleur. Cela fait en sorte que les immeubles en béton demeurent au frais pendant l'été et au chaud pendant l'hiver. L'un des principaux inconvénients du béton, en revanche, est qu'il participe grandement à la pollution, puisque le ciment est un grand producteur de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. À noter que si la consommation d'énergie est importante pour du béton à ciment, le béton de chanvre sort du lot. La consommation nécessaire à sa fabrication est inférieure à tous les autres matériaux isolants dans la masse. Un rapport de 4 par rapport à la brique terre cuite et de 3 par rapport au béton cellulaire. Dans le cas du béton-ciment, la quête perpétuelle d'agrégats adaptés, dont le sable par exemple, a conduit à la surexploitation de 75% des plages de la planète. Lorsqu'il est utilisé pour la construction d'immeubles, on peut se rappeler
cette architecture assez brutale du milieu du XXe siècle, le béton, s'il n'est pas bien entretenu, peut rapidement avoir l'air sale et délabré. Et voilà, on pourrait encore parler longtemps de cette matière passionnante qu'est le béton. Mais laissez vos commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos particulières sur des sujets qui ont un rapport directement avec des matériaux, par exemple, en particulier, ou des techniques particulières liées au béton. N'hésite pas à faire sonner la petite cloche et à t'abonner pour recevoir des news sur la chaîne.